Les rencontres d'Edmond Morel. Michel Joiret, bon anniversaire. La revue Non-Dit a 25 ans. Alors, 25 ans, c'est l'âge des bilans, c'est l'âge des nouveaux projets. Mais 25 ans, c'est je crois, l'âge des bilans. Car en fait, en 25 ans, je crois que l'idée d'une revue littéraire bien présente, comme elle était présente autrefois dans la bibliothèque et dans nos lectures, a pu changer. Donc c'est effectivement l'heure d'un certain bilan. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 25 ans et voilà. Donc c'est également la fête, bien entendu, parce que 25 ans d'activité autour des écrivains et avec les écrivains, ça mérite quand même une petite récompense. Alors revenons, parcourons ce quart de siècle. Comment, si vous vous en souvenez, comment vous est venue un jour l'idée de concrétiser ce projet d'une revue et de lui donner la forme que je ne connais pas et qu'elle avait à l'époque, mais que vous allez nous dire? Mais très simplement, en fait, j'ai rencontré, quand j'étais tout jeune, je devais avoir 18 ou 20 ans, j'ai rencontré un poète qui venait chez mon père pour se faire coiffer. Ce poète, c'était David Schoenherdt. Et David Schoenherdt me présente un livre, il me dit, voilà, c'est mon dernier recueil de poèmes, je vous l'offre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. D'abord, pas comme de me faire un cadeau, c'est la première fois qu'on me faisait cadeau d'un livre de poèmes. Et ensuite, je voulais en parler autour de moi, et je me rendais compte que la parole n'était pas suffisante, qu'il y avait, au-delà de la parole, tout ce non-dit, effectivement, qui existait, et qu'il fallait amener les gens à se rapprocher du livre. En fait, ce n'est pas le livre qui doit se rapprocher des gens, c'est peut-être l'inverse. Et à ce moment-là, m'est venue l'idée, effectivement, d'abord de participer à des revues littéraires, ce que j'ai fait, mais aussi peut-être de créer une revue littéraire qui serait conforme à mes vœux, c'est-à-dire qui permettrait aux gens qui en ont envie, aux écrivains qui en ont envie, de parler d'eux, de leur œuvre, et de faire savoir le fond de leur talent. C'est en quelque sorte une démarche, parce que sur votre site que j'ai été voir, il est mentionné, à propos de la revue Non-Dit, qu'elle a un souci de pédagogie dans l'approche qu'elle a de la littérature. Est-ce que c'est à cela que vous faites allusion en disant il faut que ce soit le lecteur qui aille vers... Mais probablement, parce que je suis prof de formation, donc probablement que je développe un peu de pédagogie dans mon approche du livre. Je me rends compte combien c'est abstrait l'idée que un lecteur potentiel va nécessairement s'arrêter chez un libraire et choisir dans l'amoncellement de romans et de livres divers qu'il y trouve, d'aller chercher ce livre-là qui d'abord va lui plaire et puis qui va lui apprendre quelque chose, un univers où il va être de plein pied avec le sien. Et tout ça me semble très hypothétique. Et donc, je suis d'avis qu'il faut faciliter cette rencontre entre l'auteur et le lecteur. Alors, il y a 25 ans, paraît le premier numéro. Qu'y avait-il dans ce premier numéro? Quelle était l'image de la littérature belge francophone que reflétait le Non-Dit? Le premier numéro du Non-Dit révèle quand même, ne révèle pas, mais précise la présence de Pierre Mertens, par exemple. Je m'aperçois que le premier Non-Dit publie également un poème de Nadine Monfils. Et voilà. Et puis il y a d'autres voix qui sont apparues dans le Non-Dit au fil des jours, des années. Mais il y a une certaine fidélité, je crois, dans mon approche des œuvres et des écrivains. Parce que sans se concerter, nous recherchons la même chose, c'est-à-dire à faire savoir que les œuvres existent et à essayer de flatter, de favoriser la rencontre.
Vous êtes vous-même écrivain, poète, essayiste, biographe aussi dans le monde de la littérature. Oui. L'apport particulier de la conception d'une revue et de la fabrication tous les trimestres d'une revue se nourrissait de quoi dans votre expérience professionnelle, je dirais, au quotidien ? Ce que la revue pouvait signifier pour moi dans le quotidien, eh bien, c'est une sorte de fidélité et de rappel à l'ordre, en disant, voilà, les choses se précisent. Il y a une rubrique dans le non-dit que j'aimais beaucoup, et que j'ai appelé un regard indiscret sur le bureau de... Voilà qui me plaît bien, parce que j'allais voir des gens que je connaissais bien. Il s'agissait à l'époque de Jacques Gérard Naz, qui a disparu maintenant, Patrick Virel, qui a disparu aussi. Mais je leur ai demandé, voilà, je m'introduis dans ton bureau, je veux savoir ce que tu écris. Donc, révèle-moi une page de ton prochain roman. Puis eux, ça leur plaisait bien parce qu'on parlait d'eux, il y a un projet là qui devient accessible, qui est à portée de regard. Et ce sont des choses comme ça qui me plaisent. Des choses comme ça. Même chose, André Sodenkamp, qui a collaboré plusieurs reprises au non-dit, m'a dit un jour, tiens, je viens d'écrire des poèmes, de la prose poétique, ce qui n'est pas du tout mon genre d'habitude. Je dis, ça m'intéresse, donne-moi un texte. Et alors j'ai publié une prose poétique de Sodenkamp. Je me suis aussi aperçu que il y a toujours en Belgique des gens qui représentent assez bien une région. Je pense au Borinage, par exemple, je pense à la région liégeoise. Et à ce moment-là, j'ai demandé, pour les premiers, à Marcel Moreau, j'ai demandé à François Oudard de bien vouloir faire le tour de la question, de même que j'ai demandé à Jacques Isoard à l'époque de me parler de Liège et de son action dans cette ville. Donc ce ne sont pas des innovations que je propose, mais ce sont de petits rappels qui permettent de dire, ben voilà, la littérature, même si on en parle peu, et même si on ne lit pas autant qu'on le souhaiterait, eh bien, elle existe. En 25 ans, quelle est la perception que vous avez à partir de ce promontoire qu'est le non-dit quand vous regardez le paysage littéraire? Quelle est la perception que vous avez de la littérature belge et de la manière dont elle a évolué? Vous parliez de Pierre Mertens et de Nadine Monfils, poète, dans le premier numéro. Oui. Nadine Monfils n'est plus du tout connue comme poète. Non, comme auteur de polar. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, comment les choses ont évolué pour autant que vous puissiez l'apercevoir à partir du non-dit? Je crois que c'est une évolution vers peut-être la difficulté. C'est-à-dire que il y a 25 ans, je crois que l'accès aux livres me semblait tout de même plus facile qu'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a changé? Eh bien peut-être qu'il y avait quantité de revues littéraires au temps où le non-dit a commencé. Et maintenant, les revues, effectivement, ont disparu, sont de plus en plus rares. Et lorsque je cherche la collaboration d'un auteur, je n'ai aucun souci à ce niveau-là, puisqu'ils viennent naturellement vers moi, vers les revues qui existent encore. Mais ce qui a changé, d'abord, ce qui n'a pas changé, je dirais qu'il y a toujours eu l'existence dans un drôle de pays, comme disait Jean Munot. C'est un drôle de pays, mais qui a toujours une littérature un peu bâtarde, différente de la France, avec pas mal d'humour, avec une façon de faire et d'écrire qui nous appartient, qui est probablement liée au terroir aussi, également à notre histoire littéraire. Je veux dire qu'il y a une continuité tout de même. Il y a une continuité. Par exemple, le personnage décalé, je veux dire. Par exemple, Jean Munot, l'histoire exécrable d'un héros brabançon, par exemple, suit un peu le personnage décalé que Plume était dans l'œuvre de Michaud.
Et voilà. Donc je crois qu'il y a actuellement encore des auteurs qui manifestent un esprit, l'esprit de Eulenspiegel, comme on disait, cet esprit rebelle et un peu sarcastique et surréaliste, bien entendu, qui nous a tout de même désignés dans l'Europe comme un peuple d'auteurs surréalistes. Je crois que tout cela existe encore, mais la difficulté dont je parlais d'abord existe bien, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le voisinage des livres n'est plus quelque chose d'évident. Et quelle est la raison, selon vous? C'est la multiplication des autres occasions de lire, parce que d'une certaine manière, dans cette époque d'Internet, on lit plus qu'on n'a jamais lu, on écrit plus qu'on n'a jamais lu. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs raisons. Ce qui est incroyable, c'est que nous avons aujourd'hui des moyens de communication que nous n'avions pas autrefois. Donc, on pourrait dire, mais voilà, la communication va se multiplier. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là dans l'écriture. Non, ce que je crois, c'est que d'abord au niveau de la formation scolaire, tous les efforts que l'on faisait dans les années 60 pour faire entrer les adolescents dans un monde artistique, tous ces efforts-là, aujourd'hui, ont presque disparu, puisqu'il suffit de suivre une plage horaire dans un lycée, par exemple, pour s'apercevoir que la place réservée à l'art proprement dit, que ce soit la musique, que ce soit les travaux manuels, que ce soit la littérature, eh bien, disons que cette place-là, elle a fondu un peu comme une peau de chagrin, là. Et donc, il ne reste pas grand-chose des grands élans des années 60, je dirais. Et au niveau de la formation, comme tout a changé au niveau pédagogique, et que le rapprochement entre deux générations ne se fait peut-être plus aussi systématiquement, je me rends compte que ma génération de lecture et la génération de mes enfants, eh bien, on ne lit plus les mêmes choses, on lit différemment. L'image a peut-être pris le pas sur l'écriture, et tout cela fait, je crois, une énorme différence. Également, je crois que la civilisation d'aujourd'hui est essentiellement matérialiste, repose sur l'immédiateté, sur la vitesse, et j'ai le sentiment tout de même que la littérature ne participe pas du bonheur de chacun de manière évidente. Alors on oublie peut-être que la littérature est tout de même un besoin implicite, quelque part, et s'il est implicite, eh bien les revues littéraires peuvent être là pour l'expliciter. Les revues littéraires ont été une sorte de marque de fabrique dans le monde littéraire belge depuis que la Belgique existe pratiquement. Aujourd'hui, vous le disiez, il n'en reste presque plus. Est-ce que et dans quelle mesure les nouveaux moyens de communiquer à propos de littérature, que sont les blogs des écrivains par exemple, ou les sites internet des maisons d'édition, est-ce que ce nouvel outil-là doit être pris en compte lorsqu'on est le directeur d'une revue littéraire? En d'autres termes, est-ce que l'ouverture ou la cohabitation d'un non-dit dans le monde virtuel et dans le monde papier est envisageable? Je crois qu'il y a là des pistes qui sont éminemment intéressantes. Effectivement, le blog des écrivains, les relations immédiates entre deux écrivains qui n'habitent pas le même pays, par exemple, le fait de pouvoir lire immédiatement ce qui est composé devrait en tout cas nécessairement améliorer les relations entre le lecteur et l'auteur. Je vous dirais au fond de moi-même que je n'en suis pas totalement convaincu.
je crois que nous marchons sur des œufs. Là, c'est le début d'une belle aventure, certainement, mais j'aimerais bien qu'elle le soit vraiment, réellement, et qu'elle apporte quelque chose. Parce qu'il ne suffit pas, évidemment, de supprimer des revues ou bien de leur ôter leurs moyens d'existence. Il faut évidemment, on dit que le numérique va régler pas mal de choses et va ouvrir de nouvelles pistes. Je le voudrais bien, je le souhaite. Je n'en suis pas totalement convaincu. Lorsque vous avez créé la revue Le Non-Dit il y a 25 ans, vous publiez des textes d'auteurs que vous sollicitiez ou ils sont venus vers vous? Quel est, pour formuler la question autrement, quel est aujourd'hui le rapport des écrivains avec une revue comme Le Non-Dit? Mais la question qui m'avait été posée lors des 25 ans du Non-Dit, quels sont les auteurs qui ont collaboré au Non-Dit? Et je dis, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, quels sont ceux qui n'ont pas collaboré au Non-Dit? Parce qu'effectivement, je crois que le Non-Dit a accueilli des écrivains de générations différentes et d'orientations tout à fait différentes aussi. Donc, moi, je suis quand même content qu'il y ait, disons, un écart assez large qui nous permet de faire cohabiter plusieurs formes de mouvements littéraires et plusieurs formes d'écriture. Ce que j'ai voulu combattre dès le départ, c'est l'idée qu'une forme d'écriture allait nécessairement atteindre une autre forme. Ça, je ne le pense pas. Je pense qu'on peut faire cohabiter, par exemple, le surréalisme des gens comme Skutner, Collinet, avec d'autres qui sont beaucoup plus classiques, mais qui ont leur droit d'existence aussi, peut-être à la même époque, qui sait. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il n'y a pas, disons, de mouvement suffisamment, je dirais, important ou peut-être ravageur qui éteigne une autre forme d'écriture. Mais ça ne répond pas tout à fait à la question, en tout cas, je l'ai peut-être mal formulé. Comment s'établit la relation entre la revue et un auteur? Est-ce que c'est vous, Michel Joiret, qui allez voir un auteur et qui insiste? Oui, il y a les deux. Et comment est-ce que les choses ont évolué en 25 ans? Voilà, c'est ça. Comment est-ce que le rapport entre l'auteur et la revue s'est passé? Au départ, quand le Non-Dit s'est mis à exister et qu'il a tenté de prendre une place, de faire sa place dans le monde littéraire, il est certain que moi je suis allé vers les auteurs en leur disant voilà, il y a une revue littéraire, est-ce que vous voulez participer, et sous quelle forme? Et puis on négociait cela et ça s'est toujours bien passé. Mais à l'époque, il y avait autour du Non-Dit, il y avait une vingtaine de revues littéraires qui existaient et qui étaient la plupart fort intéressantes. Et voilà, ça c'était le paysage autour de moi. Et plus les années ont passé, plus on a assisté à l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs sont venus vers le Non-Dit en disant voilà, je viens de sortir un bouquin, je te l'envoie, dis-moi ce que tu en penses, ou bien fais-le passer à un critique éventuellement. Et alors le Non-Dit a répondu à une attente des écrivains eux-mêmes. Donc ça a pu changer. Et là, c'était dans la partie du Non-Dit qui ne publiait pas des textes inédits ou des textes à paraître, mais qui publiait des recensions. Des recensions. C'est ainsi que j'ai reçu de plus en plus de livres qui bien sûr maintenant occupent les 3/4 de mon appartement, mais enfin, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Et c'est vrai que les auteurs m'ont envoyé alors plus régulièrement leurs ouvrages, outre les textes, et quand ils ne le faisaient pas, quand pendant tout un temps je n'avais pas de nouvelles d'eux, c'est moi qui allais vers eux en disant ben voilà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu écris? Cela veut peut-être dire aussi, mais je vous soumets cette hypothèse, qu'il y a de moins en moins de lieux où on parle des livres, où il y a des recensions de livres de littérature. Je crois que les lieux tentent d'exister, mais il y a de moins en moins de monde qui se déplace pour écouter
écouter parler un écrivain, se retrouver autour d'un auteur et partager avec lui certaines valeurs, etc. Je crois que ça se perd. En fait, les années 60 étaient quand même, je crois, l'époque des petits salons littéraires. Il y avait même peut-être un peu trop de chapelles un peu partout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc, en réalité, il subsiste des choses, il subsiste des lieux de rencontre, mais des lieux de rencontre qui risquent d'être inhabités, peut-être si on ne les fréquente pas plus que maintenant. Michel Joiret, pour terminer cet entretien, je vais vous poser la question que je pose à tous les écrivains et à laquelle je demande une réponse spontanée, courte, qui porte sur ceci. Quelle est aujourd'hui la fonction de la littérature, si elle en a encore une ? C'est exactement, je crois, la même fonction qu'elle avait autrefois. Rien n'a changé. Je suis absolument convaincu que la littérature, ben oui, si j'ai choisi le non-dit, c'est parce que effectivement, les créateurs, au fond d'eux-mêmes, il y a une part tellement vive et tellement importante de leur être qu'ils transmettent ou qu'ils veulent transmettre. Et je crois que ça n'a pas changé. Les auteurs se trouvent dans la même position. Le lecteur aussi. Ce qui a changé peut-être, c'est la difficulté de rencontre. Et je veux quand même croire que les techniques que nous développons maintenant et qui multiplient nos possibilités de rencontre et de communication vont porter leurs fruits. Michel Joiret, je vous remercie. Je vous rappelle le nom de cette revue que vous animez depuis 25 ans, Le Non-Dit, et revue à laquelle on souhaite longue vie. Merci Michel Joiret. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.